Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de mes lectures de la semaine. Il y a tout ceci. On va commencer tout de suite avec une partie Cozy Mystery parce que j'ai pu en lire plusieurs. Alors je vais commencer par celui-ci qui est Point de glaçage de la série L'été meurtrier d'Oxford de H.Y. Anna aux éditions City. C'est ici le 4e tome. Je vous avais parlé du 3e tome que j'ai lu il y a vraiment pas longtemps et que j'avais envie d'avancer dans cette série. J'ai pu trouver celui-ci dernièrement en librairie, du coup je l'ai pris et j'ai pas hésité à le commencer. Comme vous le savez maintenant, c'est une série Cozy Mystery que j'aime vraiment beaucoup, que j'apprécie énormément. Je vous en ai déjà parlé précédemment. Donc dans celui-ci, on va suivre Gemma, qui est toujours le personnage principal, qui tient son petit salon de thé-pâtisserie, et elle va être amenée à participer à un concours où il y a des chats qui sont présentés. Et donc son petit chat Muesli va participer à ce concours grâce à sa mère, bien entendu. Elle va donc se retrouver à cet événement qui est un genre de kermesse du village, et elle va rencontrer une dame et sa fille qui présentent également leur chat. Elles vont manger un gâteau en attendant le jury, etc. Et malheureusement, la dame en question va avoir un malaise, on dirait une crise cardiaque, et quand le médecin va arriver, bien évidemment, il va la déclarer morte. Donc elle est décédée apparemment à cause d'une crise cardiaque parce que cette dame ne faisait pas du tout attention à sa santé. Donc elle était en surpoids, elle ne faisait pas de régime particulier malgré les avertissements de son médecin. Donc voilà, le doute n'est pas là pour son médecin. C'est une crise cardiaque due à un manque de rigueur au niveau de sa santé. Mais évidemment, Gemma, elle trouve qu'il y a un truc assez étrange dans cette histoire, et donc elle va commencer à chercher un petit peu plus loin, et évidemment il s'agissait en fait d'un meurtre. Donc voilà, on est dans ce genre d'histoire. Gemma va enquêter. On va retrouver les personnages qu'on connaît un petit peu plus maintenant. Il y aura toujours Cassie, il y a toujours évidemment l'inspecteur de police où on voit leur évolution avancer tout doucement. Il y a le personnage de Muesli qui est le petit chat qui est représenté ici. Bref, c'est toujours aussi chouette, c'est toujours aussi agréable, ça se lit tout seul, c'est vraiment fluide. Moi je l'ai lu en une après-midi, j'étais bien dedans, c'est confortable, c'est agréable. Du coup voici pour cette première lecture. Donc toujours dans les Cozy Mystery, j'ai lu celui-ci qui est la 4e enquête de Loveday et Ryder. Ici c'est Le secret de Briar's Hall aux éditions HarperCollins Poche, et c'est écrit par Faith Martin. Voilà, c'est le 4e et franchement j'aime toujours autant. Les couvertures sont toutes jolies, elles ont toutes le même style. Ici on peut voir les 3 précédents. Voilà, donc c'est toujours la même charte graphique. Et c'est assez élégant, je trouve. Donc dans cette histoire, c'est un 4e. Donc on suit toujours les 2 personnages de Trudy Loveday et du docteur Clément Ryder, qui lui est un ancien médecin, un chirurgien, qui s'est lancé dans des études de droit et qui est maintenant coroner. Et elle, c'est une jeune fille qui vient d'entrer dans la police. Elle est donc stagiaire de police. On est à Oxford dans les années 1960. Donc c'était assez nouveau aussi qu'une femme se lance dans une carrière de policière. Donc il y a tout cet aspect-là aussi dans ces livres. C'est assez intéressant aussi par cet aspect-là. Mais donc dans cette histoire, il va y avoir une fête, un événement, une chasse aux œufs, donc pour les enfants, qui va se dérouler dans un manoir, le manoir de Briar's Hall. Et il y a un enfant qui disparaît. Donc on va commencer à le rechercher, on va faire à la police, donc à Trudy Loveday et d'autres policiers aussi, et malheureusement cet enfant va être retrouvé mort au fond d'un puits dans le domaine. Il apparaît de nouveau que c'était un accident, que l'enfant en cherchant les œufs a dû essayer d'aller un petit peu plus loin dans le domaine. Il a peut-être pensé qu'il y avait quelque chose au fond de ce puits et il est tombé. Mais il y a le propriétaire du manoir qui s'appelle Martin de Lassé qui va venir voir le docteur Ryder et qui va lui demander en fait d'enquêter
parce que voilà, vis-à-vis des parents qui travaillaient pour lui, apparemment il se sent coupable et irresponsable, donc il va demander de mener l'enquête de cet accident et de voir en fait si c'était vraiment un accident. Donc évidemment ça va un peu titiller la curiosité du docteur Ryder, il en faut pas plus, et ils vont se lancer avec Trudy dans cette histoire et essayer d'un petit peu voir ce qui s'est passé exactement. Et c'était toujours aussi chouette, c'est un excellent cosy mystery aussi. Je vous conseille les deux dont je viens de vous parler parce que c'est vraiment très chouette. Les personnages de Loveday et Ryder sont super, ça fait un duo détonnant parce que voilà, lui c'est un monsieur assez âgé, elle c'est une toute jeune fille, elle a la vingtaine, et ils sont assez complémentaires. Le docteur Ryder, il la prend vraiment sous son aile parce qu'il sent qu'elle a du potentiel et qu'elle peut vraiment faire quelque chose de très intéressant. Elle amène aussi un point de vue intéressant. Donc leur duo fonctionne vraiment très bien. Les enquêtes sont toujours très prenantes, très mystérieuses. Il y a des rebondissements, il y a des choses qu'on n'avait pas vu venir. Donc c'est vraiment très très chouette et j'ai passé un excellent moment de lecture et j'attends la suite. Parce que le tome 5 est déjà sorti en grand format, mais pas encore en poche. Donc voilà, pour l'instant je suis à jour dans celle-ci et je vais attendre que l'histoire suivante arrive. Alors, je passe maintenant à celui-ci qui est Sot de Ragnar Jonasson. C'est toujours une des enquêtes qui se passe dans ce petit village perdu en Islande. Il y avait les précédents romans que j'ai lus qui sont ici derrière moi. Je pense qu'ici, c'est le 4e livre que je lis. Je pense, et voilà, c'est toujours assez intéressant parce qu'on se retrouve en Islande dans un petit village assez isolé, perdu, où il fait froid, où il fait vite noir, et on suit toujours le personnage de Harry Thor, qui est un jeune policier qui venait de la ville de Reykjavik, qui a atterri dans ce village et qui a dû un petit peu s'habituer évidemment aux personnes parce que c'est un village où tout le monde se connaît, donc il a dû se faire un petit peu à ça, à se faire à son métier de policier parce qu'il y a pas beaucoup de policiers non plus dans ce village. Il y a lui et son responsable. Il a une vie avec sa copine Christine qui passe par des hauts et des bas. Donc voilà, c'est assez intéressant de le suivre et à chaque fois évidemment il y a une enquête, il y a une affaire de police. Et ici, en fait, dans ce livre, c'est assez particulier parce qu'il y a plusieurs choses. Donc il y a plusieurs choses. Même en me le lisant au début, je me suis dit ok, mais là on part dans plein de directions. Donc quelle est l'affaire principale? Mais en fait, il y en a plusieurs parce que Harry Thor se retrouve dans un contexte particulier parce que il y a un virus qui sévit. Il y a une dame apparemment qui est tombée malade. Et gravement malade, c'est une maladie qui au final va la tuer et du coup on a mis en quarantaine toute la ville parce que elle serait passée par là. C'est pour éviter la propagation évidemment, donc tout le monde reste à la maison. Il y a juste Harry Thor qui fait extrêmement attention bien entendu, mais qui continue à enquêter et en fait il va se pencher sur une ancienne histoire de suicide apparemment. Donc il y aura une femme qui se serait suicidée il y a des années, il y a genre 50 ans. Et voilà, il s'intéresse un peu plus à cette histoire. Il va commencer un petit peu à chercher à ce niveau-là. Et en parallèle de ça, il va y aussi avoir un enlèvement d'enfants. Et aussi un meurtre. Donc c'est assez particulier. Donc il y a plusieurs enquêtes qui sont parallèles et évidemment qui sont toutes liées à un moment donné. En tout cas, certaines affaires vont être liées, mais c'est assez particulier parce que d'habitude c'est une histoire, enfin une enquête policière et on reste dans cette enquête policière. Mais ici il y avait plusieurs pistes comme ça. D'un côté ce qui se passe à l'époque, donc maintenant, et cette histoire dans le passé que Harry Thor essaye de retrouver. Il va aussi travailler avec la journaliste qu'on avait vue dans les livres précédents qui s'appelle... Je me souviens plus comment elle s'appelle. C'est un nom qui commence avec un I. Bref, avec cette journaliste qu'on a découvert dans le livre précédent, si je me rappelle bien. Et donc là, elle va un petit peu aider Harry Thor au niveau des recherches par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Elle va aussi participer à l'enquête, évidemment, avec ce qui s'est passé au niveau de l'enlèvement de cet enfant et du meurtre qu'il y a eu également. Donc voilà, il y a plusieurs histoires qui sont comme ça en parallèle. Donc on partait dans plusieurs
dans plusieurs affaires, mais c'était assez sympathique. J'ai bien aimé, ça se lit bien. C'est des livres qui font 300 pages, 350, quelque chose comme ça, mais c'est fluide. Alors c'est pas un policier comme ça où on est à fond dedans, où il y a un suspense incroyable, où il y a un genre d'emprise comme ça, où on a absolument envie de continuer, on peut pas décrocher. C'est pas la même ambiance, hein, c'est un peu plus lent, c'est un peu plus posé, mais franchement c'est aussi très intéressant comme façon de faire. En tout cas moi j'aime assez aussi ce genre de livres d'enquête policière, et les couvertures en plus sont très belles. Enfin je sais pas si vous allez voir, mais c'est toujours un petit peu pailleté comme ça, irisé, le blanc aussi, et à l'arrière également. Donc c'est des couvertures qui sont toujours assez élégante et jolie. Donc j'ai également lu celui-ci. J'enchaîne avec une lecture jeunesse qui est celui-ci, La Maison Chapelier. C'est le tome 2 qui s'intitule La Société Secrète. C'est écrit par Tamzin Merchant et on est aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un livre que j'attendais avec impatience parce que j'avais énormément apprécié le premier tome, La Maison Chapelier, que j'avais mais adoré. C'était une lecture excellente et du coup j'avais hâte de pouvoir lire la suite, ce qui est maintenant chose faite. Le livre en lui-même est très joli et en plus il y a une carte à l'intérieur, je vais vous montrer ça. Donc on se trouve à Londres, hein, comme vous pouvez le voir, et on a une carte de Londres pour nous aider. Je vais pas trop vous en parler vu qu'on est dans un tome 2 bien entendu. Mais sinon, on va retrouver ici Cordelia. Cordelia Chapelier qui appartient donc à la maison Chapelier. Donc on est à Londres et dans ce Londres, il y a des guildes d'artisans et il y a différentes maisons. Chacun ont leur spécificité. Donc Cordelia, sa famille, ce sont les Chapeliers, mais il y a aussi la famille des Gantiers, des Cagniers, des Capiers si je me rappelle bien. Bref, il y a plusieurs familles comme ça et ces familles ne s'entendent pas. Depuis des années maintenant, il y a une sorte de rivalité, on cache ses secrets et ils sont chacun dans leur coin. Et ici on va suivre Cordelia qui elle est amie avec Lulu, qui est aussi un petit enfant d'une de ces guildes. Et ils s'entendent bien et ici dans cette histoire, eh bien on va suivre Cordelia qui est toujours à la recherche de son père. On apprend dans le premier tome que son père a fait naufrage. Il était parti justement chercher des matériaux pour la confection des chapeaux et en fait son bateau s'est échoué et on pense évidemment qu'il est décédé, mais Cordelia elle est sûre du contraire. Et donc dans ce livre 2, on recentre en fait plus l'histoire sur la recherche de son père. Je vous en dis pas plus parce qu'il y a d'autres choses aussi, étant donné qu'il y a un mal qui rôde et qui va revenir en puissance. Donc il va falloir se battre aussi contre ce mal. Il y a aussi une histoire de magie, la magie qui est attaquée, la magie qui disparaît et il faut faire quelque chose bien entendu pour la sauver. Donc on est dans une ambiance un petit peu comme ça mystérieuse, avec de la magie, avec une quête, avec des cartes secrètes, avec plein de choses assez étrange et particulière. Donc c'était vraiment très très agréable. J'ai beaucoup aimé, je l'ai lu aussi assez vite. Il fait 400 pages, quelque chose comme ça. Oui, mais bon, c'est écrit assez large vu que c'est de la littérature jeunesse, hein. Donc ça se lit bien. À l'arrière, on a même, je vais vous montrer, un petit glossaire. Voilà, qui est comme ceci, avec des éléments que les chapeliers utilisent pour la confection de leurs chapeaux. Donc on a des calamars montards, on a des brindilles de tri rose, enfin bref, il y a plein de petits éléments corbeaux mystiques avec le petit descriptif, donc c'est assez intéressant. C'est vraiment une très très chouette saga. Je suis contente d'avoir lu le second tome que j'ai beaucoup apprécié. Je sais pas s'il y aura une suite, je sais pas si un troisième est prévu, mais en tout cas si c'est prévu d'office que je continue. En plus regardez, les couvertures sont à chaque fois magnifiques. Je vais vous mettre la première couverture ici, comme ça vous pouvez voir, mais c'est vraiment très très beau. On a la suite aussi comme ça. Ah ben voilà, on peut le voir ici, voilà, premier livre, il était comme ceci. Donc très très bonne lecture. Alors on change un peu, je vais vous parler d'un petit manga. J'ai lu Le Maître des Livres, le premier tome. Ici on est dans l'édition Komiku édition. C'est fait par Imiharu Shinohara.
J'ai le 1 et le 2, je vous avais montré ça dans un vlog hein, et j'ai pu lire le premier tome et franchement c'était très prometteur, j'ai bien apprécié. Donc on est dans une librairie privée et on va suivre pas le libraire, mais le monsieur qui tient en fait, qui est responsable de cette bibliothèque, qui est ce personnage ici, qui est un personnage assez grognon, assez renfermé, assez râleur, ce qui est assez étrange. Il est pas très agréable. Et en fait, un jour, un soir, il y a un jeune homme qui va arriver par là, qui va entrer dans cette bibliothèque tout à fait par hasard. Sa vie part un petit peu en cacahuète. Il avait de grands espoirs d'en mettre en fait plein la vue à son père, qui est une personne qui a réussi. Et en fait, lui-même s'est mis la barre très très haute. Et en fait, avec la pression, avec tout ça, ça a pas très bien réussi. Il a des problèmes de jeu, il a eu quelques déboires. Bref, il est un peu perdu dans sa vie. Et il rentre par hasard dans cette librairie. Bibliothèque et voilà, il fait la rencontre de ce gérant qui est pas très accueillant et qui lui donne quand même un livre dans les mains. C'est une bibliothèque de littérature jeunesse. Donc au départ, ce jeune homme est pas très à son aise en disant ok, c'est des livres pour enfants, aucun intérêt pour moi. Il se fait enguirlander par le gérant qui lui donne quand même un livre et en fait il va se plonger dans cette lecture, il va complètement être immergé, il va se rappeler des souvenirs d'enfance, bref, ça va vraiment le chambouler et il va devenir un petit peu assidu à chaque fois revenir dans cette bibliothèque, c'est Verlotte. Il va commencer à emprunter d'autres livres. On va suivre aussi d'autres personnages qui fréquentent cette bibliothèque comme des jeunes garçons, comme une mère et son fils. Et il y a un genre de thérapie comme ça qui va se faire par la littérature jeunesse. Donc c'était vraiment très intéressant. Il y a aussi des passages racontés de livres conseillé par le bibliothécaire. Donc voilà, par exemple ici, il va lui donner le livre qui s'intitule Le Prince heureux à lire. Donc c'est une histoire qu'il a lue en étant enfant. Et ensuite, voilà, nous, on peut découvrir cette histoire dans les pages suivantes. En même temps que le personnage avec ses propres réflexions. Donc c'était assez chouette, assez intéressant. C'est un livre qui ne se lit pas super vite. Donc ça c'est aussi agréable parce que en général les mangas, voilà, il y a des histoires, il y a des images, il y a un peu de texte, mais généralement ça se lit assez vite. Mais ici en fait ça prend son temps parce qu'il y a beaucoup de dialogues, avec aussi les passages concernant les livres mentionnés qu'on peut lire avec le personnage en question. Eh bien ça prend plus de temps et du coup j'ai eu l'impression de mieux profiter de cette lecture, d'être plus dans l'histoire et c'était vraiment très agréable. Donc voilà, j'ai lu le premier tome et le second m'attend et à mon avis je continuerai assez vite parce que c'était vraiment très intéressant comme lecture. Et enfin, on va terminer avec celui-ci qui est Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher aux éditions J'ai lu. Vous l'avez déjà vu passer parce que ça fait un moment que je suis en train de le lire et je l'ai terminé hier et franchement c'était une lecture assez incroyable. J'avais un avis un petit peu mitigé parce que j'étais pas à fond dedans. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis autant de temps de le lire. Enfin d'habitude moi je lis beaucoup plus vite et celui-là il m'a pris du temps et j'avais pas tout le temps envie de me replonger dedans, même si j'étais bien dans l'histoire, si j'appréciais ce que je lisais, il y avait pas le petit côté où j'avais à chaque fois envie d'y revenir. Donc je savais pas trop quoi en penser, mais en fait en le terminant hier soir c'était vraiment une très très bonne lecture, excellente lecture. Donc ici en fait on va suivre une femme qui est enfermée, qui a été arrêtée et est considérée comme étant une sorcière. On est en plein hiver et donc on attend juste que la neige fonde, le dégel, pour pouvoir la brûler. Et il y a un prêtre, un homme de Dieu qui va arriver et qui va demander à la voir et à l'entendre. Et en fait, on va suivre voilà ces personnages. C'est que la jeune femme qui parle. Hein. C'est assez particulier au niveau de l'écriture parce que c'est presque
une conversation, mais le prêtre ne prend pas part à cette conversation. Elle parle et lui, il écoute. Et ensuite, après chaque journée, lui va écrire une lettre à sa femme qu'on va retrouver ici à chaque fin de chapitre. Donc lui, il s'appelle Charles et il écrit à sa femme Jane. Voilà. Et on a ce genre de lettres comme ça où il lui raconte sa journée, où il lui raconte ce qu'il a pensé de son entretien avec cette sorcière. Et c'est vraiment très très bien fait. Donc on va suivre cette jeune femme qui s'appelle Corag. Et quand le prêtre vient la voir, elle a un besoin de raconter en fait son histoire. Lui, il voudrait savoir ce qui s'est passé parce qu'il y a eu un massacre. On est dans une période assez troublée, bien évidemment, vu qu'on est au cœur de l'Écosse au XVIIe siècle. Et il y a eu des massacres de Highlanders. Et lui, il voudrait avoir le fin mot de cette histoire, savoir ce qui s'est passé. Et en fait, il a appris que cette jeune femme y était, qu'elle était au plein cœur de ce massacre et qu'elle en a échappé. Du coup, lui, il lui demande de lui raconter ce qui s'est passé exactement. Et elle lui dit, ok, je vous raconte ce qui s'est passé, mais il faudra entendre toute mon histoire. Et donc, c'est ce qui va se passer. Donc, chaque jour, il va venir la voir et elle va raconter, depuis sa naissance presque, elle va raconter sa vie avec sa mère, Cora, qui était une femme qui vivait seule avec sa fille, qui connaissait les plantes, qui était très indépendante. Ça ne plaisait pas évidemment à cette époque. Il fallait pas grand-chose pour qu'une femme soit considérée comme étant une sorcière. Il fallait juste qu'elle soit indépendante, qu'elle ait une certaine éducation ou alors qu'elle ait pas sa langue dans sa poche et c'était assez suffisant. Donc sa mère a eu des problèmes, tout comme sa mère avant elle. Il y a eu des accusations de sorcellerie. Corag, elle s'est enfuie de son village d'enfants justement à cause de ça. Et elle est montée dans le nord, donc elle est allée en Écosse. Elle-même est anglaise, mais elle est allée en Écosse. Et elle a fait sa petite vie là, auprès justement de ce clan qui s'appelle les MacDonald. Et elle nous raconte toute son histoire. Et c'est vraiment très très chouette. C'est lent, il faut le savoir. Donc, si vous vous lancez là-dedans, c'est extrêmement lent. Il y a un petit côté contemplatif. Il y a beaucoup de descriptions, mais c'est pas lourd, c'est pas étouffant. Ça n'alourdit pas le récit. Et c'est très très bien fait. La fin est incroyable. Moi, ça m'a chamboulé. Cette fin, c'était vraiment très très bien fait, très très bien écrit. Ça m'a aussi rappelé l'ambiance de Outlander. Parce que moi, j'ai lu toute cette saga, sauf les 2 derniers là qui viennent de sortir, où c'est la suite. Mais sinon, les 12 premiers, je les ai lus et j'avais adoré cette ambiance. Donc, j'ai bien aimé me retrouver au cœur de ce genre de récit, justement à cette époque en Écosse, avec tous les problèmes qu'il y avait, les Anglais, les Écossais, etc. Et j'ai adoré suivre l'histoire de Corag, qui est une jeune femme qui a dû fuir toute sa vie, qui a dû faire attention toute sa vie, qui a été traitée de sorcière, de gueuse, et j'en passe. Donc voilà, elle a été malmenée, elle a été blessée, elle a vécu dans la crainte une partie de sa vie et là elle avait trouvé un petit équilibre en vivant dans la nature et en aidant en fait les autres parce que elle connaît aussi les plantes pour soigner, etc. Et c'était vraiment bien. Franchement, je veux pas trop vous en dire non plus, mais c'était vraiment une très très chouette lecture et c'est une lecture très intéressante aussi, qui amène des réflexions, qui amène des petites interrogations. Donc c'était vraiment très très chouette. J'ai adoré suivre Corag. Donc voilà, au début, comme je vous dis, c'est un peu lent à démarrer. Elle nous raconte toute sa vie qui est intéressante, mais voilà, on se dit ok, mais où allons-nous? Et en fait, à la fin, voilà, on sait où on va. Et la fin, je m'attendais pas à ça. Donc, j'étais assez contente sur le dénouement de cette histoire.
On voit aussi l'évolution du prêtre parce que quand il arrive, il est comme les autres, il la considère comme étant une sorcière qu'il faut à tout prix brûler, que c'est une femme dangereuse, que c'est une femme malfaisante et diabolique. Donc il a directement cette idée, cet a priori avant même de l'avoir vue. Et quand il la voit, évidemment, elle est dans un cachot, elle est blessée, elle a été battue, elle est enchaînée, elle est dans sa crasse. Donc il a directement cette image qui confirme en fait ce qu'il pensait. Et puis au fil des jours, en l'écoutant, son avis change complètement. Il commence aussi lui à s'interroger sur son avis, sur le fait qu'elle soit une sorcière ou non. Bref, il commence un petit peu à s'interroger lui-même sur sa foi et sur son devoir, etc. Donc voilà, c'est assez intéressant aussi. Et la façon d'écrire était vraiment très chouette. Donc c'est un personnage qui parle, Korak parle à la première personne aussi. Donc directement, on est plus touché, je trouve, par ce récit. Et puis à chaque fois, les lettres que Charles écrit à sa femme avec toutes ses pensées par rapport à l'entretien qu'il a eu avec Korak, c'était vraiment très très bien fait. Je le conseille. Franchement, c'était une lecture très très intéressante. Qui amène plein de choses, c'est très très bien fait. Je pense que ça vaut vraiment la peine de le découvrir. Voilà, ça c'était pour mes lectures faites. Je suis assez contente de ma semaine parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été lues. J'ai un peu plus vidé mon chariot d'hiver que je vous avais montré en vidéo. Et j'ai commencé du coup d'autres lectures, je vous montre ça. Alors tout d'abord, celui-là vous l'avez vu je pense, c'est Les Rites de l'eau, qui est un policier, c'est un second tome. C'est aux éditions Fleuve Noir et ce livre m'a été prêté par ma sœur qui l'a lu, qui l'a adoré. Moi j'avais lu le premier tome aussi, on avait toutes les deux adoré et du coup celui-ci je suis en train de le lire, j'ai avancé, je suis à la page 89 et pourtant pour l'instant ça se lit super bien. Ça commence sur les chapeaux de roue, on est directement dans l'ambiance, on va suivre le personnage qui est un policier qui s'appelle Kraken. En tout cas, c'est son surnom Kraken. Et il y a directement une enquête assez mystique et assez glauque aussi. Il y a eu un meurtre, je vais pas trop vous en dire maintenant, je vais un peu plus l'avancer pour pouvoir davantage vous en parler. Mais voilà, on est directement dans une histoire qui va être assez bizarre, je pense. Alors, j'ai pas encore commencé, mais j'ai déjà mis mon marque-page parce que quand j'ai terminé hier soir un bûcher sous la neige, j'ai choisi ma lecture suivante, c'est celui-ci. Je me suis décidée à continuer la saga Lady Helen avec le second tome ici qui est le pacte des mauvais jours. Donc j'avais beaucoup aimé le premier tome, c'était vraiment très chouette. Du coup voilà, je me suis mis celui-ci, le second tome, et je suis au chapitre 1er, donc pas de quoi vous en parler, mais petite information intéressante, c'est que il y a un petit récapitulatif de ce qui s'est passé dans le premier tome, et ça je trouve juste génial. Je pense que ce serait une bonne idée en fait que à chaque suite de saga il y ait à chaque fois un petit récapitulatif, parce que voilà, ici moi le Lady Helen je l'ai lu il y a pas longtemps, et en fait en regardant ce que j'avais dans mon chariot, je l'avais mis celui-ci, le deuxième, en me disant comme ça je les fais pas trop traîner, et je me suis dit je vais prendre celui-ci tant que le premier tome est encore frais dans ma tête. Mais en fait, en voyant le récapitulatif, c'est bien parce que du coup, on peut laisser plus de temps entre les livres et avoir malgré tout de nouveau les petites informations nécessaires pour pouvoir continuer la suite. Et c'est assez rare que ça soit inséré, que ça soit fait dans les suites de saga. Et je trouve que c'est une superbe initiative de mettre, voilà, ici, ça prend, c'est une petite page, hein, c'est un recto verso, et on a le contexte, on est resitué dans l'histoire de ce qui s'est passé dans le premier tome, et on est bien pour démarrer le second tome. Je suppose qu'il y aura la même chose dans le troisième, avec de nouveau un récapitulatif, mais en tout cas je trouve ça génial comme génial d'avoir pensé à faire ce genre de choses. Donc voilà, celui-là n'est pas encore commencé, mais je vais le commencer. Et alors j'ai commencé celui-ci qui est Meurtre en majuscule, oui, une nouvelle enquête d'Hercule Poirot. C'est fait par Sophie Anna.
Donc on connaît bien évidemment le personnage d'Hercule Poirot, un personnage de Agatha Christie, et il y a ces petites enquêtes qui sont sorties. Il y en a 3 ou 4 je pense, et j'en ai 2 ou 3 me semble-t-il dans ma palle. Et j'avais envie d'un petit peu découvrir. Donc voilà, j'ai commencé un petit peu hier. J'ai lu 37 pages et je vais voir ce que ça donne. Je vais pas vous en parler ici, mais je vous en parlerai la semaine prochaine parce que là ce sera terminé. Ce sont des livres qui font 300 pages, 350 pages, donc d'ici la semaine prochaine il sera lu bien entendu, donc je vous en parlerai plus longuement la semaine prochaine. Et voilà, c'est tout, on a fait le tour pour mes lectures. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez lu certains de ces livres. Dites-moi ce que vous êtes en train de lire aussi, bref, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt.